Je veux parler de l'origine de mon travail. En 1983, j'habitais à New York, dans l'East Village, et que c'était une époque très intéressante. Il y avait tous les artistes de East Village, je connaissais tout le monde. Il avait Keith Haring, il avait Peter Halley, il avait Jeff Koons, il avait tout. Ça veut dire c'était tout un groupe, même plusieurs groupes d'artistes. Je faisais plus ou moins partie de ces gens-là, mais moi je me considérais à ce moment-là un artiste conceptuel. Je n'étais pas du tout un sculpteur. Je voulais savoir quelle était la condition primordiale, la condition existentielle de l'artiste dans l'atelier. Pour investiguer cette question qui est très paradoxale, j'ai décidé de faire une œuvre d'art. Remarquez, c'est une œuvre d'art conceptuelle et l'idée c'était que je passerais toute une semaine dans mon atelier avec des matériels très simples, sans aucune idée préméditée de qu'est-ce que je ferais. J'avais sur une table plusieurs genres de matériel, des choses simples, du papier, de la terre glaise, du fil de fer, enfin des choses qui me permettraient de faire des objets. Dans cette histoire, dès le début, la seule chose que j'ai touchée pendant toute cette semaine, c'était la terre glaise. J'ai fait des coupes avec des têtes, j'ai fait des bibelots, j'ai fait des pingouins, j'ai fait une quantité énorme d'objets. Et à la fin de la journée, j'étais sidéré par ma production. Et je me suis dit, mon concept, il est tombé dans l'eau. Ce n'est pas possible, j'ai fait des objets. Ce ne serait pas une chose honnête de montrer ces objets qui deviennent très intéressants en fait, beaucoup plus forts qu'un concept froid et calculateur. Alors ce que j'ai fait, je me suis dit, je ne sais pas quoi appeler, mais il faut que j'appelle ça les sculptures. C'est vrai que dans les sculptures, il y a une partie conceptuelle très forte. Je n'ai jamais cessé d'être un artiste conceptuel. En fait, après la création de l'art conceptuel, il n'y a aucun artiste qui n'est pas conceptuel. C'est un peu comme si on n'est plus vierge, quoi. Je suis devenu un autre dessinateur après avoir l'expérience de la sculpture. Mon dessin a pris du volume, a pris de la vigueur. Je crois que les sculpteurs, ils ont une façon de dessiner qui est spéciale. En 1986, j'avais déjà beaucoup d'expérience en sculpture parce que je le faisais incessamment pendant plusieurs années déjà. Je me suis inspiré de l'échelle surtout des pièces de mobilier. Alors j'ai fait des pièces, j'ai fait une pièce qui est très importante pour l'époque dans ma carrière qui s'appelle Dasein Chair. Dasein, c'est le terme du philosophe Heidegger, c'est-à-dire c'est l'être humain qui est là dans son existence actuelle. Donc c'est un jeu de mots avec design. Cette chaise, elle était assise sur un petit socle en acier et elle faisait très fragile. Elle faisait un peu comme un enfant qui est devant une classe pour réciter sa poésie, il ne se souvient pas trop. Alors c'est cette sensation de fragilité que dès le début, j'ai voulu transmettre, voulu redécouvrir dans mon travail. Au début, c'était la situation existentielle de l'artiste et finalement, c'est devenu la situation existentielle des œuvres d'art. J'ai toujours exploré toutes les possibilités de l'art et surtout les marges de l'art, ça veut dire les choses qui sont très mal vues comme art. J'adore l'idée d'essayer de faire des choses et ne pas réussir vraiment, alors la chose elle reste dans ce monde limite. L'artiste a toujours une intention évidemment, mais cette intention, je trouve, elle est très claire pour l'artiste. On devient un illustrateur de sa propre histoire, d'une histoire qui est déjà racontée et sûrement racontée verbalement. Ça veut dire l'artiste, il a probablement même écrit ce qu'il voulait dire. Et je ne trouve pas intéressant du tout une position comme ça. L'intéressant, c'est d'avoir une intention vague, une intention de découvrir quelque chose. C'est vrai que dans mon travail, je découvre des choses tout le temps. La plupart des fois, je découvre des choses qui sont absolument impénétrables pour quelqu'un d'autre, peut-être pour notre artiste. Je vais vous donner un exemple de la sculpture en pierre. Quand j'ai commencé à faire la sculpture en pierre, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose à voir avec la mastication. C'est comme si on mangeait la pierre.
Mais à la place d'avaler les morceaux, on les jette. Ce qu'on garde, à la fin, c'est l'eau rongée. N'est-ce pas? À qui ça peut intéresser en fait? Mais c'est une chose très près du corps humain. Tous les procédés des sculptures, on jette tout ce qu'on a fait en fait. Et ce qui reste de la sculpture, c'est cette partie de la pierre qui n'était jamais touchée. Alors ça sont des intuitions que je trouve énormes, très importantes, mais peut-être personne ne va trouver intéressant du tout. C'est un dessin que j'ai fait l'année dernière. Et je voulais simplement faire des dessins avec une inspiration, avec un sentiment, comme ceux qu'il y avait les symbolistes, quoi. Le symbolisme contemporain. Alors, ce sont des expériments, surtout pour trouver une façon de dessiner que j'ai trouvé très bien de dessiner avec le crayon sur le papier arche, très rugueux. Et alors, ça m'a plu de faire des choses comme ça. Parce que pour moi, les dessins et les sculptures, ce n'est pas la même chose. Les sculptures, je les fais comme je respire. Tandis que les dessins, l'image, je trouve que c'est un problème beaucoup plus sérieux, beaucoup plus difficile. Dans mon travail, il y a eu beaucoup de phases qui étaient très influencées par des activités physiques auxquelles je me suis mis. Un exemple, c'était en 1991, je commençais à faire l'escrime. En 92, j'ai eu des pièces qui faisaient des mouvements comme l'escrime. J'avais des choses en spirale et je me suis rendu compte que c'était des mouvements de l'escrime. J'ai fait l'aïkido, c'est un art martial japonaise. D'ailleurs, j'ai arrêté parce qu'elle est tellement complexe que ça me prenait trop le cerveau. J'ai commencé à travailler sur un grand projet. Il y avait une ville nouvelle des années 60 dans le voisinage de Washington qui s'appelait Reston. Et cette ville n'avait pas de centre. Elle était conçue par des architectes modernistes et l'idée c'était d'avoir une ville sans centre. Mais ils se sont rendus compte qu'une ville sans un centre commercial où les gens se réunissent, etc., c'était un peu triste. Alors ils ont décidé de faire un grand centre commercial et avec une grande fontaine au milieu. Alors les gens qui veulent se marier, ils peuvent aller à l'église, etc., mais invariablement ils choisissent de se marier devant la fontaine. J'ai voulu faire une chose belle, comme on pouvait imaginer qu'elle serait en 1890. Et c'était drôle, c'était très sympathique de faire ça. Mais les gens qui le voient, ils ne savent pas que c'est un artiste contemporain qui l'a fait. Ils croient que c'est quelque chose qui est transporté d'Italie. En même temps, pour ma réputation, ça n'a pas aidé trop, parce qu'on croit que c'est quelqu'un qui est mort il y a une bonne centaine d'années. Après La Fontaine, j'ai dû attendre jusqu'à l'année, près de l'année 2000 pour commencer à faire une série de monuments qui était assez étendue. J'ai fait une pièce en bronze qui s'appelait la Yggdrasil. Yggdrasil, c'est le nom de l'arbre primordial mythique des Nordiques. C'était une pièce de 10 mètres, tout en bronze, que je l'ai fait en Chine. Et ça a commencé aussi mon rapport avec la Chine, ces pièces-là. J'ai fait aussi, dans le même endroit à Pékin, j'ai fait un bronze de 3 mètres et demi, 4 mètres, qui était une petite femme assise sur le dos d'une autre, qui la porte, et cette petite, elle jette de l'eau par terre, et ça s'appelle le printemps. Et elle se trouve à Bastad, en Suède. Puis j'ai fait une grande pièce en bronze pour un manoir en Angleterre, une pièce qui s'appelle Les Trois Grâces. Une est dans le style futuriste, l'autre est dans un style plutôt rococo, et il y a une autre qui ressemble plutôt à des formations géologiques. Talia donne, Aglaïa reçoit, et Sofrosine dit attention, je me refrains.